Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Le problème de l'identité martiniquaise est un problème qui ne préoccupe pas la plupart des Martiniquais, mais qui préoccupe un certain nombre d'intellectuels, de penseurs, etc., etc. Et je pense qu'il faut que nous disions un mot de ce sujet de manière un petit peu différente de ce que vous entendez en général. D'abord, permettez-moi de vous recommander la lecture d'un ouvrage de Jean Bernabé sur les problèmes d'identité et les limites de l'identité. Il vous explique que l'identité, c'est quelque chose qui n'est pas figé, quelque chose qui change, et qu'à force de se réclamer d'une identité réduite, eh bien, on s'emprisonne dans quelque chose d'étroit. À la limite, en Martinique, vous dites que vous êtes martiniquais, mais après on va vous demander, mais de quelle commune ? Vous allez dire, bon, je suis du Diamant, pour prendre un exemple. Ah, donc déjà, c'est une identité un petit peu plus fine. Mais après, à l'intérieur de la commune du Diamant, il y a des quartiers. Alors, est-ce que vous êtes de Chalopin ? Est-ce que vous êtes du Morne-Blanc ? Est-ce que vous êtes de Lanscafard, etc. Là, c'est déjà encore une sous-identité supplémentaire. Et donc, ce sont des enfermements qui, à la limite, apparaissent comme relativement ridicules, quoi. Dans une commune du sud de la Martinique, c'était les Anses d'Arlet, il y avait à un moment donné 2 équipes de football. Il y avait une équipe qui était principalement composée des gens de la campagne, et puis une autre équipe principalement composée des gens du bourg. Eh bien, lorsqu'un maire a voulu fusionner les 2 équipes pour faire en sorte que les Anses d'Arlet, commune qui doit avoir 5000 habitants, n'ait qu'une seule équipe de football, eh bien, ça a explosé. Et pendant pas mal de temps, il n'y a pas eu du tout d'équipe de football aux Anses d'Arlet. On voit un petit peu les limites de cette histoire d'identité. Surtout quand chacun d'entre nous a sa télévision qui lui apporte des images, des idées, des spectacles qui viennent du monde entier et qui façonnent notre personnalité beaucoup plus que ce qu'on rattache au quartier dans lequel on est né. Alors on va commencer dans un premier temps par voir l'état des lieux sur ce problème-là et puis voir comment faire. Et c'est le comment faire qui est le plus important, me semble-t-il. Alors, l'état des lieux, eh bien, quelle a été la succession des peuplements ? Quand on dit Martinique, c'est à nous, c'est pas à yo. Ça veut dire quoi exactement, hein ? C'est juste un de ces lieux communs qui n'a aucun sens, quoi. Un pays appartient d'abord à ceux qui le mettent en valeur. Je ne vois pas quel privilège il peut y avoir à exiger de commander un pays parce qu'on a juste, par hasard, été conçu et qu'on est né dans ce pays-là. Il est évident que ceux qui viennent n'ont pas le droit d'expulser ceux qui étaient là, mais ceux qui étaient là ne peuvent pas se contenter de dire « je suis né ici, donc le pays m'appartient ». Ça ne tient pas la route. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Alors, si on voit la chronologie, il y a d'une part la venue en premier des Amérindiens qui étaient probablement originaires d'Asie et qui sont arrivés en Amérique par le détroit de Bering et qui ont fait tout le peuplement depuis le nord, depuis l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Et puis certains d'entre eux ont quitté le Venezuela, ont quitté la Colombie avec des bateaux, hein, avec des gommiers, des grands gommiers, et puis ils ont petit à petit colonisé les îles de la Caraïbe. S'il y a des gens qui sont propriétaires de la Martinique et de la Guadeloupe, eh bien, ce sont d'abord les descendants d'Amérindiens. Bon, ça c'est un premier point qu'il faut avoir dans la tête. Et puis après, il y a eu les Européens qui sont venus coloniser avec tous les crimes que nous savons, eh bien, ces îles-là, et qui ont considéré à leur tour qu'ils étaient les propriétaires de ces îles. Et puis, ils ont fait venir les Afro-descendants, les Africains, qui arrivent donc en 3e position, chronologiquement, dans l'appropriation, si on peut parler d'appropriation, de la Martinique. Après, il y a eu les Asiatiques, hein, les Indiens venus d'Inde, je dirais, orientale, et puis les Chinois, les Vietnamiens, qui sont venus également dans les années
1850, peupler la Martinique. C'est un travail également de colonisation. Ce sont les Français qui sont allés chercher ces Indiens et ces Asiatiques pour peupler la Martinique. Et puis il y a eu les Libanais, les Syriens qui sont venus entre les deux guerres, la France ayant des possessions au Moyen-Orient entre les deux guerres, qui sont venus s'installer en Martinique. Tout ce monde est copropriétaire de la Martinique, comme les Européens qui viennent aujourd'hui vivre, travailler, élever leurs enfants en Martinique, sont copropriétaires de la Martinique. Alors, dans le narratif, comme on dit, parce que c'est le mot à la mode, dans le narratif de notre identité, on met souvent en premier lieu la racine africaine. Hein. C'est la négritude. Et c'est une démarche qui a pris place entre les deux guerres mondiales et qui était, comme vous le savez, le travail d'Aimé Césaire, des sœurs Nardal, de Léopold Sédar Senghor, qui ont mis en valeur la notion de négritude. Et il faut vraiment leur rendre hommage, parce qu'à l'époque, le racisme faisait des dégâts qu'on ne peut pas soupçonner aujourd'hui. Le racisme était quelque chose de très grave. Et nous avions quelqu'un qui a écrit un bouquin au milieu du XIXe siècle sur l'inégalité des races humaines, et puis un autre savant haïtien qui a écrit un livre qui s'appelle « De l'égalité ». Les premiers ont parlé de l'inégalité, et le second a parlé de l'égalité des races humaines depuis 1885. Hein. C'est dire que la démonstration de l'égalité des races n'était pas nouvelle hein, dans les années 1930-1940. Et il était très important que des gens comme ceux que je viens de citer, Césaire, Senghor, Nardal, eh bien, ramassent le flambeau et disent « mais les nègres vous valent bien et nous proclamons notre égalité ». D'ailleurs, pour ceux qui sont un petit peu plus informés, il suffisait de savoir ce qu'avaient fait les Égyptiens dans les années 3000, 4000 avant Jésus-Christ. Et les Égyptiens, à l'époque, étaient noirs, contrairement à ce qu'on nous raconte. C'était des noirs, bien noirs. Et quand on voit les dimensions des tombeaux des pharaons, c'était probablement aussi des pygmées, c'est-à-dire des gens de petite taille, mais qui ont fait des choses gigantesques, des choses qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à égaler. Mais bon, le combat méritait d'être mené, et c'est ainsi que le thème de la négritude a émergé et qui a fait progresser l'égalité entre les hommes et les femmes du monde dans lequel nous sommes. Mais quel a été le sort de ce concept de négritude? Est-ce que la négritude est un concept qui a triomphé? Il faut se poser cette question-là. Est-ce que la négritude est un concept qui a triomphé? La question mérite d'être posée. Et on peut émettre quelques doutes. Combien de personnes noires sur la planète s'appellent nègres et acceptent facilement qu'on les appelle nègres? Moi, j'accepte facilement qu'on m'appelle nègre. Vous aussi. Mais nous ne sommes certainement pas la majorité. Même noir, le mot de noir n'est pas encore utilisé de manière libre par les uns et par les autres. On utilise souvent black. J'ai un ami, pour me dire qu'il sortait avec une négresse, il me dit, et lui il est blanc, ah, je sors avec une black. Très bien de sortir avec une black. Mais pourquoi tu ne dis pas que tu sors avec une négresse ou bien que tu sors avec une noire? C'est très correct aussi. Mais non, c'est qu'on n'a pas accepté ce thème de la négritude, on n'a pas accepté le terme de nègre. Et quand vous jouez au Scrabble, vous savez que le Scrabble est une organisation internationale, mondiale, avec un dictionnaire. Eh bien, il y a peut-être 3 ou 4 ans, les auteurs de ce dictionnaire ont considéré que le mot nègre ne devait pas être utilisé dans le jeu de Scrabble.
c'est tout de même quelque chose de préoccupant. Ça veut bien dire que la notion, elle a échoué parce qu'elle n'est pas perçue comme positive, quoi. Il faut le reconnaître. C'est bon ou c'est pas bon, mais il faut le reconnaître. Et puis il y a un autre élément que nous hésitons beaucoup à rappeler, mais qui fait partie de l'histoire de la négritude, c'est ce qui s'est passé en Martinique en 1977, lorsqu'il y a eu les élections municipales et que dans la ville de Fort-de-France, la campagne électorale du deuxième tour a été organisée sur le thème de King Kong. Parce que l'adversaire de notre député, Aimé Césaire, député maire, M. Léon Laurent Valère, avait fait un bon score au premier tour. Sans doute la peur, je ne peux pas expliquer ça autrement, s'est emparée des animateurs de la campagne électorale. Eh bien, on fait la campagne électorale sur le thème, parce qu'il y avait 2 films qui étaient sortis à Fort-de-France à l'époque, un film qui s'appelait King Kong et l'autre qui s'appelait Membas sur la ville. Eh bien, ils ont fait des grandes affiches représentant Léon Laurent Valère comme un orang-outan en disant qu'il n'allait pas faire Membas sur la ville. Autrement dit, des Martiniquais. Alors, je crois savoir que l'initiative n'a pas été prise par un Martiniquais très noir, mais peu importe. Des Martiniquais, dans la commune d'Aimé Césaire, au vu et au su d'Aimé Césaire, ont décidé de faire une campagne dénigrant, ramenant à la dimension d'un orang-outan un autre Martiniquais. Eh bien, cette campagne-là a beaucoup affaibli la notion de négritude et la défense de ce concept de négritude par ceux qui s'en réclamaient. Donc il y a là un passé et un passif qu'on ne peut pas ignorer lorsqu'on veut aborder les problèmes du monde contemporain. Notre démarche est toujours la même, essayer de coller le plus possible à la vérité, à la réalité, si on ne veut pas construire sur le sable. Je prends un autre exemple de la même mouture. Quand vous alliez dans la commune du Diamant, dans les années 70, donc il n'y a pas tellement longtemps, il y avait un quartier qui s'appelait Morne-l'Afrique. C'est le quartier Chalopin, Morne-Constant aujourd'hui. Ça avait un quartier qui s'appelait Morne-l'Afrique. Et dans les années 80, les habitants de ce quartier ont souhaité que le quartier change de nom, parce que ça les gênait d'habiter dans un quartier rappelant l'origine africaine de leurs ancêtres. En fait, c'est un quartier qu'on a appelé Morne-l'Afrique, parce qu'on y a hébergé, dans les années 1850, c'est-à-dire après l'abolition de l'esclavage, un certain nombre d'Africains qui venaient directement d'Afrique, mais sans être victimes de la traite, un peu comme les Asiatiques ont été arrachés de leur terre d'Asie pour venir en Martinique dans les années 1850-1860. Donc le quartier s'appelait pour cette raison-là, parce qu'il y avait beaucoup d'Africains, quartier Morne-l'Afrique. Les habitants ont obtenu de la municipalité qu'elle change le nom de ce quartier. Or, c'était, à mon avis, quelque chose de plutôt glorieux. C'était le seul quartier de la Martinique qui s'appelait Morne-l'Afrique. Qu'on le veuille ou non, beaucoup d'entre nous ont des origines africaines. Et l'Afrique, c'est la mère des civilisations. Donc, avoir honte d'habiter Morne-l'Afrique, c'est quand même un peu dommage. Donc, on a débaptisé, et puis bon. Donc, le concept d'Afrique, de négritude liée à l'Afrique, est un concept sur lequel il faut avoir un certain nombre de réflexions. Si on veut aborder la mondialisation dans des conditions, je dirais, saines. Et puis après, est apparu sous l'influence et sous l'action d'un certain nombre d'intellectuels et de responsables martiniquais, la notion de créolité. Alors, il y a eu un livre qui s'appelle « Éloge de la créolité », un livre qui est très intéressant à lire et qu'il faut respecter. Tout cela
correspond à des phases de l'histoire. Il ne faut cracher sur personne. Il y a des phases de l'histoire dans lesquelles on met en avant ou bien on rejette certaines notions, et puis d'autres phases de l'histoire où on rejette ou on met en avant d'autres notions. Il ne faut surtout pas jeter la pierre à ceux qui, à un moment donné, ont mené un combat qu'ils croyaient bon, mais qui s'est révélé après un petit peu moins porteur, en tout cas pas porteur, voire nuisible pour l'avenir. Alors la notion de créolité est arrivée avec évidemment beaucoup de développement de très haut niveau. Et puis certains se sont dit, mais est-ce qu'on n'est pas tous quelque peu créoles? Alors il faut retourner aux origines et savoir qu'au moment de la colonisation, notamment aux heures où il y a eu le plus d'arrivées de colons en Amérique, ce qu'on appelait créoles, c'était des personnes de couleur blanche qui étaient nées dans les colonies, mais dont l'origine était européenne. Les créoles, c'était vraiment les békés, uniquement les békés, c'était ça à l'origine. Alors, il faut bien se mettre d'accord sur l'origine de ce mot-là. Si ce mot-là désigne les gens d'origine européenne, de couleur blanche, béké ou pas béké, je rappelle que Bolivar était un béké, un Bolivar que tout le monde respecte. On fait semblant de mépriser, ou bien certains d'entre nous sont hostiles au béké, mais Bolivar a été aidé par les Haïtiens pour développer, pour rendre indépendants les différents pays d'Amérique du Sud et commencer le développement de ces pays-là. C'était un béké, c'était pas quelqu'un d'autre, c'était pas un noir, c'était pas un mulâtre. Bref, le mot créole a désigné historiquement des gens qui étaient de couleur blanche, qui étaient nés aux colonies et qui menaient la vie qu'ils pouvaient, avec généralement pas mal d'avantages, dans la région américaine qui comprenait naturellement les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Bon. Est-ce qu'on est tous d'ascendance européenne blanche? La plupart d'entre nous ont parmi leurs ascendants des Européens blancs. Mais ce n'est pas ce qui nous caractérise particulièrement. Ce qui nous caractérise en réalité, c'est la conclusion à laquelle j'en arrive personnellement et à laquelle je vous propose de réfléchir vous-même, c'est que nous sommes tout simplement des métis. Sans aller chercher midi à 14h, nous sommes tout simplement des métis, mais plus que la notion de phénotype, il faut retenir la notion de culture. Nous sommes des métis souvent par nos couleurs de peau, mais nous sommes de toute façon tous, quelle que soit notre couleur de peau, nous sommes tous dans un mélange, dans un contact de civilisations, comme le disait Michel Léris, des civilisations qui viennent de partout, qui viennent d'Amérique, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Europe, qui viennent de partout. Nous sommes tous des métis, c'est-à-dire des gens de culture mélangée. Et donc notre identité, c'est bien celle-là, et c'est bien celle qui résout toutes les discussions qui viennent du passé et qui renoncent à tout le charabia qu'on entend parfois sur notre identité, sur notre culture, sur notre civilisation, etc. Nous sommes des métis. Alors, à partir de cela, est-ce que les métis sont faits est-ce qu'ils existent pour se murer dans ce particularisme étroit dont parlait Aimé Césaire, ou bien pour se projeter dans le grand univers qui nous entoure aujourd'hui? Notre vocation n'est pas d'être esclave du passé. Notre identité, et Jean-Marie Tjibaou, que j'ai eu l'occasion de connaître, avec lequel j'ai eu l'honneur de travailler, Jean-Marie Tjibaou le disait, notre identité, c'est nous qui la forgeons aujourd'hui. Notre identité sera ce que nous en ferons. Ou bien nous en ferons quelque chose d'étroit, ou bien nous en ferons quelque chose de large. Et la France, aujourd'hui, c'est un problème fort important. La France, aujourd'hui, a sur son territoire des gens issus de toutes les cultures. Au lieu de comprendre qu'il s'agit là pour elle d'une chance exceptionnelle, d'un atout formidable,
eh bien, elle conçoit cela comme un handicap et cherche à le combattre. Ça veut dire que les dirigeants français, de quelque parti qu'ils sont, n'ont pas compris l'intérêt que ça représente d'avoir, par le hasard de l'histoire et les malheurs de l'histoire parfois, d'avoir sur son sol eh bien, des gens représentant de toutes les cultures du monde. Et la France, grâce à cela, peut contribuer à féconder le monde. Et nous-mêmes, au lieu de chercher à nous emmurer dans une autonomie que personne ne maîtrise, dans une indépendance que personne n'a jamais définie, eh bien, acceptons de jouer le jeu comme nos aînés avaient compris en 1946. En 1946, nos aînés n'ont pas voulu faire voter une loi de départementalisation. Parce que pour eux, la départementalisation, c'était une construction juridique qui pouvait évoluer et disparaître à leur détriment à n'importe quel moment. Ils ont dit, nous voulons l'assimilation. Nous voulons les mêmes lois, les mêmes règles. Je rappelle, si chacun d'entre nous prend la peine de réfléchir, que si on cherchait dans l'Hexagone un territoire de 1100 km², c'est-à-dire comme celui de la Martinique, ou bien de un peu moins de 2000 km² comme en Guadeloupe, un territoire qui aurait produit autant de cadres, je dis de cadres pour rester très général, dans toutes les disciplines, eh bien, je suis convaincu qu'on ne trouverait pas sur d'aussi petites superficies dans l'Hexagone autant de gens à avoir réussi dans leur carrière après avoir généralement fait de brillantes études, mais sans nécessairement avoir fait de brillantes études. Donc, nos aînés ont dit, nous voulons l'assimilation, c'est-à-dire avoir toutes les chances que vous avez, vous, dans l'Hexagone, vous, anciens colonisateurs. Et ils sont allés dans les pas de Fanon, qui, à l'époque, n'avait pas encore écrit Peau noire, masque blanc, et qui a, dans Peau noire, masque blanc, très bien déclaré, très bien expliqué, qu'il ne voulait surtout pas rester esclave de la couleur de sa peau, esclave de l'esclavage, esclavage auquel un certain nombre de personnes veulent en permanence nous renvoyer. Nous ne devons pas être qu'esclaves de cela. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, nous sommes des enfants métis. Et puis à partir de ce métissage, sachons que c'est ça qui va dominer la planète dans les années qui viennent. La planète sera peuplée de métis. Sera peuplée de gens qui sont... D'ailleurs, il faut faire les tests ADN, on en fait aux États-Unis. On voit que la plupart des Martiniquais qui font ces tests se découvrent des ancêtres d'un peu partout. Donc nous ramener à l'Afrique, ou bien nous ramener à l'Europe, ou nous ramener au monde amérindien, c'est mutilant. Disons que c'est confiscatoire d'une partie de notre identité. Notre identité, si on veut la définir clairement, eh bien c'est une identité métisse qui nous ordonne, qui nous assigne peut-être comme devoir d'être exemplaires chez nous, de représenter ce qui peut se faire de mieux de toutes les cultures, et puis à partir de là, de féconder le monde avec notre culture métisse. Nous ne sommes pas les seuls, hein, pas seulement la Martinique ou la Guadeloupe. Bob Marley, le Jamaïcain, a fécondé le monde. Derek Walcott, le prix Nobel de littérature au Saint-Lucien, ou Lewis, le prix Nobel de littérature au Saint-Lucien, ont fécondé le monde de leur culture métisse. C'est de cela que nous devons nous emparer, et puis utiliser la France et l'Europe comme rampe de lancement, comme territoire d'expérimentation et de démonstration de l'excellence dont nous avons la capacité de faire preuve. Et que ce que je dis là, ce n'est pas un rêve, ça a déjà largement commencé. Il y a déjà en Europe et dans le monde entier des gens. L'autre jour, j'ai rencontré une jeune femme, je lui demande « Qu'est-ce que vous faites ?» « Je vis aux États-Unis. »« Qu'est-ce que vous faites aux États-Unis ?»« Je suis orthodontiste à Los Angeles. » Eh bien, il y a dans le monde entier, c'est un exemple parmi mille autres, il y a dans le monde entier des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Réunionnais, qui ont réussi magnifiquement dans la vie et qui sont porteurs de cette culture métisse. Alors sachons que nous sommes capables
et les exemples sont multiples, d'être à la fois métis et français, et nous sommes capables de prétendre à l'excellence, nous sommes capables de prétendre au leadership, d'avoir confiance en nous-mêmes pour conduire tous ceux qui parfois nous donnent des leçons sur des chemins qui vont assurer le succès des uns et des autres, de ceux qui sont nés ici, mais aussi de ceux qui sont nés ailleurs. C'est cela qui doit être notre ambition, exceller chez nous et féconder le monde de nos cultures métisses. Merci de votre écoute. À un autre soleil.